La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur des Vallées, toujours présente dans sa communauté. Aujourd'hui, InfoMag, Gatineau lance son plan de rétablissement à la suite des inondations à Gatineau. On fait le point aussi sur de mystérieux poteaux en bois installés dans un quartier de Masson-Angers et plus de détails au sujet du plan de sécurisation de la mine Wallingford Back. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information locale InfoMag. Tout d'abord, Gatineau se remet lentement mais sûrement des inondations qui ont touché différents secteurs au cours des derniers jours. La Ville a indiqué en début de semaine que tous les sinistrés avaient pu regagner leur résidence et que le plan de rétablissement a été lancé partout sur le territoire. Dans les jours à venir, vous verrez donc des équipes qui s'occuperont de nettoyer les rues et aussi de réparer les infrastructures endommagées par l'eau. Le porte-parole, de la Ville de Gatineau, Jean Boileau, nous fait un bilan de la situation actuelle. Bien, la situation s'améliore grandement. Les niveaux diminuent graduellement sur les secteurs touchés, plus particulièrement sur le boulevard Soubise et aussi la rue Jacques-Cartier et chemin du fer à cheval dans le secteur maçon. Vous vous souviendrez, on avait mis de la pierre pour surélever le chemin du fer à cheval. Alors, l'enrochement a été enlevé pour ramener à son état d'origine le chemin. C'est important pour les propriétaires de puits artésiens qui doivent prendre des mesures nécessaires pour s'assurer du maintien de la qualité de leur eau. Donc, pour eux, une fois que les puits auront été désinfectés, les citoyens vont pouvoir se prévaloir de services d'analyse de qualité de l'eau offertes gratuitement aux ateliers, au laboratoire de la Ville de Gatineau situé à l'usine d'épuration sur la rue Notre-Dame. Donc, j'invite les gens qui ont des puits artésiens à consulter notre site pour en savoir un petit peu plus sur la qualité. La Ville va organiser aussi une collecte spéciale des sacs de sable qui ont été distribués gratuitement. D'ici là, les citoyens sont invités à ne pas réutiliser le contenu de ces sacs-là pour éviter le risque de contamination. Pour le moment, impossible de connaître le montant des dommages reliés aux inondations. De son côté, le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, dit être satisfait du travail des équipes d'urgence dans l'est de la Ville de Gatineau. On l'écoute. Je tiens à féliciter, bien sûr, les équipes sur le terrain, l'équipe de la Ville, des travaux publics. Dès mardi, moi, j'avais des contacts directs avec certains citoyens qui m'ont partagé leur inquiétude. Rapidement, par la suite, là, les services sont déployés. Puis, de façon générale, les gens sont satisfaits du travail des cols bleus, mais je tiens aussi à les remercier, là. En même temps, c'est sûr que j'ai été sur le terrain. Moi, dès mardi, j'ai été rencontrer des citoyens, j'ai même donné des coups de main avec d'autres bénévoles. On reste dans le secteur Masson-Angers, mais pour un autre sujet qui attire l'attention. Marc Carrière dénonce le manque de communication entre lui et la Ville de Gatineau à la suite de mystérieux poteaux installés dans son district la semaine dernière. C'est une dizaine de poutres en bois apparemment destinées à devenir des lampadaires qui ont été plantées devant certaines maisons situées dans le quartier Gérard-Marchand, notamment sur les rues de la Québécoise, Albion et Condé. Ce sont des citoyens préoccupés qui ont demandé à M. Carrière de leur expliquer la situation. Le conseiller affirme que ni lui ni le directeur de territoire n'ont été consultés par les travaux publics avant l'installation. Il croit que la situation n'est vraiment pas normale. Normalement, il y a une communication qui se fait entre les travaux publics et l'administration, la direction générale, qui est pour nous autres politiciens notre porte d'entrée. Malheureusement, dans la courroie de transmission ou d'échange d'informations, il y a eu une coupure. Donc, au niveau politique, on n'a pas été informés. Donc, j'étais pas capable de répondre aux citoyens ce qui se passait. Maintenant, j'ai pu m'informer. J'ai eu des réponses à mes questions, savoir ce que c'était. Mettons que ça vient faire un drôle de décor dans le quartier comme tel. Donc, j'ai compris ce qui s'était passé. Maintenant, il faut en tirer leçon. Il faut avoir une meilleure communication entre les services. Maintenant, il y aura un réajustement. Les travaux de plantation de poteaux est annulé pour l'instant. Maintenant, il restera à faire des corrections, c'est-à-dire enlever certains poteaux qui sont déjà installés.
Même si l'éclairage des rues est très important pour la sécurité des piétons et des automobilistes, M. Carrière indique que les poteaux ont été placés à des endroits où il n'y a aucun besoin en éclairage exprimé par les résidents. M. Carrière souligne que les citoyens doivent eux-mêmes prendre l'initiative d'éclairer leur façade de maison depuis la fusion des villes en 2002. L'installation des lampadaires est annulée dans le quartier pour le moment. Les élus de la MRC de Papineau ont accepté à l'unanimité les recommandations du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles afin de sécuriser la mine Wallingford Back. Des barrières ancrées dans le sol seront placées à l'entrée de l'ancienne mine de quartz de façon à ce que les curieux ne puissent plus y avoir accès. Il y a aussi des tranchées qui seront creusées sur le chemin qui mène à la mine pour empêcher les véhicules de passer. On vous rappelle que l'accès à la mine est interdit au public depuis plusieurs années, mais ça n'empêche pas de nombreux visiteurs d'envahir l'endroit à chaque fin de semaine. Voici les réactions de la préfète de la MRC de Papineau, Mme Paulette Lalande, au sujet de la sécurisation de la mine. Il fallait absolument faire quelque chose parce que les résidents de McGrave-and-Derry ne vivaient plus. Alors, parce qu'ils étaient vraiment... il y a tellement de monde qui allait, puis il n'y avait pas de règles. Puis la mine, elle était dangereuse. Donc, même nous, la MRC Papineau, on a une responsabilité vis-à-vis de ça d'une certaine façon. Quoique c'était le ministère à qui appartient le terrain, le ministère des Ressources naturelles, qui, eux, devaient obligatoirement la sécuriser pour qu'au moins les gens qui s'y rendent, qu'il n'y ait pas de danger. Là. Mais là, c'était rendu que tout le monde y allait. Puis, je veux dire, il n'y avait pas de contrôle du tout. Alors, les gens de McGrave-and-Derry vivaient une situation très pénible et inacceptable. De son côté, le groupe de citoyens Les Amis de la mine Back affirme qu'un promoteur aurait proposé quelque chose de concret afin de développer le site situé à Mulgrave et Derry. La MRC Papineau aurait cependant fermé la porte au projet récréo-touristique. La porte-parole et membre fondateur du groupe, Chantal Crête, pointe du doigt l'attitude de fermeté des élus de la MRC dans ce dossier. On l'écoute. À partir du moment où tu as un site aussi spectaculaire que celui-là, qui crée un si grand engouement partout sur la planète, et que tu as un promoteur qui lève sa main, et que c'est un leader mondial dans le domaine, et qui dit « Hey, moi là, je serais peut-être intéressé à déposer, à faire un projet avec cette mine-là. » Ben, il me semble qu'on devrait peut-être ouvrir la porte. Je sais que pour le moment, la MRC ne peut pas le faire parce qu'il faut d'abord qu'elle ait un appel de projet. Hein? Elle ne peut pas donner priorité à un promoteur plutôt qu'à un autre. Et ça, je le comprends. Mais à partir du moment où tu sais que tu as des gens qui sont intéressés à développer un projet, que tu as un site de cette nature-là, que tu as déjà signifié dans ton plan d'aménagement intégré que c'est ça que tu voulais faire avec ce site-là, tu as tous les ingrédients pour dire que hey, il y a quelque chose, là, il y a un facteur wow avec ce site-là, puis on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Le projet de sécurisation a été présenté aux citoyens cette semaine et les travaux devraient débuter au cours de l'été. Les députés de l'Outaouais ont lancé la semaine dernière la saison 2017 des travaux de maintien des bâtiments scolaires. Au total, 14 millions de dollars seront alloués aux différentes commissions scolaires. Pour sa part, le comté de Papineau recevra 2,3 millions de dollars afin d'effectuer des rénovations dans 7 établissements scolaires sur son territoire. Les écoles Saint-Michel, Monseigneur Charbonneau et aussi Buckingham Elementary figurent sur la liste pour le secteur de la Basse-Lièvre. Le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraka, nous donne plus de détails au sujet des travaux dans le comté. Oui, ça peut être des murs qui sont changés, des fenêtres, des toitures qui sont refaits et les planchers également, là, mais c'est les montants qui sont annoncés. C'est des travaux strictement de rénovation pour faire en sorte que les élèves, dans le fond, soient dans un environnement sain pour apprendre convenablement. Et la commission scolaire m'a indiqué qu'ils vont tout faire pour faire exécuter les travaux pendant la période estivale pour pas que ça dérange les élèves. Si on compare à d'autres commissions scolaires au Québec, comme à Montréal, par exemple, on a des écoles en très bon état. On a dans certains secteurs des écoles presque neuves là, qui ont été construites récemment, d'autres des écoles qui datent de plus longtemps, mais la commission scolaire a toujours pris des bonnes décisions d'investir pour rénover, pour ne pas se retrouver avec des écoles complètement désuètes.
Le Centre Action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre a mis en lumière le travail des bénévoles qui se sont impliqués au cours de la dernière année dans l'est de la ville de Gatineau. Plus de 200 personnes se sont rendues au centre communautaire de Buckingham mardi dernier dans le cadre d'un brunch. La directrice générale par intérim, Céline Farrell, indique que l'activité de reconnaissance plutôt existe depuis 1992. Comme à chaque année, l'organisme a profité de la Semaine nationale du bénévolat pour remercier tous les gens qui ont offert leur temps, non seulement au Centre Action Génération, mais aussi dans les autres organismes de la Basse-Lièvre. Les élus de Buckingham et de Masson-Angers étaient également sur place afin d'échanger avec les participants. Par ailleurs, c'est lundi soir que s'est tenue la 6e soirée hommage aux bénévoles du buffet des continents de Gatineau. 10 bénévoles lauréats sont repartis avec les grands honneurs de la soirée. Maintenant, la relève de l'entreprise familiale Les Jardins d'Argile, située sur la montée Minot à Masson-Angers, est assurée pour les prochaines années. Les propriétaires actuels de la ferme maraîchère, Hélène Larouche et Bill Lessard, passeront bientôt le flambeau à leur fille, Rachel Lessard, qui termine actuellement ses études en technique agricole. L'entreprise cultive des fruits et des légumes sans pesticides depuis maintenant 3 ans. Elle offre maintenant des paniers à la population au coût de 25 $ durant tout l'été. Les propriétaires se disent bien contents d'avoir leur fille puisque la relève agricole est difficile à trouver aujourd'hui. Rachel Lessard nous parle justement de sa passion pour l'agriculture. Dès qu'on était jeunes, on avait les 2 mains dans la terre, puis on aidait à sarcler, même si on arrachait souvent le plant qu'il ne fallait pas arracher. Ma mère était contente, puis elle nous laissait faire, puis elle nous a toujours encouragés à travailler là-dedans. Puis vraiment, même avant qu'on aille une ferme, c'est quelque chose de très présent dans la maison, dans la famille. C'était vraiment quelque chose que j'aimais aussi, là. Toi, en tant que futur entrepreneur dans ce domaine-là, est-ce que tu crois que ta compagnie, la compagnie peut fonctionner encore plusieurs années? Tu y crois-tu? Ben oui, j'y crois, c'est ça. Puis je le souhaite. Puis vraiment, c'est ça qu'on travaille là-dessus. Puis c'est pas juste un souhait comme ça lancé dans les airs. C'est quelque chose sur lequel on travaille à tous les jours. Je suis allée... je me suis diplômée en agriculture option végétale pour cette raison, parce que j'y crois. Puis c'est là-dessus qu'on travaille vraiment tous les jours, là. Je pense qu'il n'y a pas une journée que je ne travaille pas sur l'entreprise pour la faire prospérer. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite. L'entreprise prévoit remettre 75 paniers de fruits et légumes par semaine aux familles inscrites cet été. Comme vous pouvez le voir sur les images, les premières récoltes ont à peine commencé à pousser, mais elles devraient être prêtes pour la mi-juin. M. Lessard nous explique maintenant ce que les gens vont retrouver dans leur panier et indique qu'il est fier que sa fille prenne les commandes de l'entreprise. On l'écoute. Bon, on essaie d'offrir un panier assez complet, là, de 8 à 10 légumes à chaque semaine, tous les mardis que les familles viennent chercher. On aime bien ajouter des légumes un peu différents à l'occasion pour créer quelque chose d'intéressant pour les familles, du nouveau, de la nouveauté. Puis ça les permet aussi de cuisiner puis de faire des petites recherches. La plupart des gens adorent ça. N'importe quel entrepreneur, que ce soit en agriculture ou autre, le but premier, c'est que tous ces efforts-là puissent rester dans la famille, puissent rester au niveau des valeurs qu'on a essayé d'introduire au départ, nous, les valeurs qui étaient chères à notre famille. On sait qu'elle a été chercher les qualifications en allant étudier en agriculture. Fait que c'est pas un apprentissage, comme on dit, sur le tas, c'est vraiment un apprentissage scientifique. Fait que ça lui donne les outils pour pouvoir être capable de performer dans ce milieu-là qui est compétitif là, au niveau de l'agriculture. Pour les personnes intéressées, il est toujours possible de s'inscrire afin de recevoir un panier chaque semaine. On vous invite à communiquer avec l'entreprise via sa page Facebook ou sinon par téléphone au 819-281-4172. La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées a convié ses membres à son Assemblée générale annuelle qui se tenait mercredi à la salle Desjardins de Buckingham. Environ 75 personnes se sont déplacées. Le directeur général Philippe Hartkins a indiqué que l'actif de la Caisse pour l'année 2016 s'établit à près de 803 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 2,6 % par rapport à 2015. Une ristourne de 951 000 $ a aussi été adoptée à l'unanimité par les membres. L'équipe de votre TVC Basse-Lièvre était sur place afin de capter l'intégralité, ou l'intégrale plutôt, oui, de l'Assemblée générale. Pour les intéressés, une émission spéciale sera présentée sur nos ondes, notamment le dimanche 7 mai prochain à 20 h.
Le 17 mai dernier, le chanteur Mario Pelcha a fait le lancement de son 18e album en carrière qui s'intitule Agnus Dei. L'album a été enregistré en compagnie d'un chœur formé de 8 prêtres. C'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent ici au Québec. Mario Pelcha est de passage en Outaouais aujourd'hui pour faire la promotion de cet album-là. On l'accueille justement en studio. Mario Pelcha, bonjour. Salut, ça me fait plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation, évidemment. Vous êtes en ce moment en tournée partout en Outaouais, une tournée des médias. Est-ce que vous aimez ça, venir chez nous? Toujours. Et là, je vais avoir l'air têteux, là, mais à chaque fois que j'ai un spectacle ici, en Outaouais, je le dis, le public, les gens d'ici, la chaleur qu'ils dégagent, mais leur amour pour la musique francophone, on le ressent. Je ne suis pas le seul qui dit ça, là. Tous les artistes qui viennent en Outaouais le ressentent et le disent. Donc, moi, j'aime ça, redonner à César ce qui est à César. Vous êtes vraiment une classe à part. Quand on arrive ici, vous êtes spéciaux. Les gens sont contents de voir arriver les artistes du Québec, francophones, et ils appuient tout ce qu'on fait. Est-ce que c'est la première fois qu'un média vous invite dans le sous-sol d'une église? Parce qu'il faut le dire, nos studios sont situés dans le sous-sol de l'église de Buckingham. C'est la première fois que vous faites... Là, j'allais dire oui, mais je ne veux pas m'exprimer trop vite là-dessus. Je pense que oui, mais c'est possible que dans ma carrière, que ça se soit déjà produit. Et j'ai pas de souvenir de ça. Si on est les premiers, on est bien content. Bien, c'est super cool. Puis on reste dans le thème de mon dernier album. Voilà. Elle vient d'où, M. Pelcha, l'idée de lancer un album en chantant avec des prêtres? D'où ça vient, cette idée-là? Bien, d'abord, moi, j'ai commencé à l'église de ma paroisse. Quand j'étais jeune, on restait juste en face de l'église. Mon père était marguillier, faisait partie de la chorale. Moi, j'ai été servant de messe et puis j'enviais mon père qui pouvait être dans la chorale parce que le directeur ne voulait pas avoir d'enfants. Il y avait un autre boulot, c'était pas son boulot principal, et il le faisait bénévolement. Puis il avait répondu à mon père à ce moment-là, quand mon père avait demandé à ce qu'on en fasse partie, ma sœur et moi. Il avait dit « J'ai pas le temps, je peux pas apprendre les harmonies vocales à des jeunes enfants, c'est trop compliqué. » Il dit « Tu vas voir, mes enfants, ils ont l'habitude, ma femme s'en occupe et tout ça. » Alors il a consenti à nous prendre en audition. Puis on a vu s'esquisser le sourire dans son visage et dans ses yeux. Et il regardait mon père, il a dit « OK, je les prends. » Et on est devenus solistes, ma sœur et moi, très vite. Donc, c'était notre rituel. On répétait dans la semaine, le mercredi ou le jeudi, on chantait le dimanche, et toute l'année comme ça, jusqu'au point culminant, qui était la messe de minuit, où mon papa faisait le minuit chrétien, puis ma sœur et moi avions des solos aussi. Donc, on a baigné dans cet univers de chants religieux. Et je rêvais depuis longtemps de faire ces chansons sur disque. Les faire avec des prêtres, mais parce que l'Église catholique a été ultra importante pour notre pays. C'est à travers la foi catholique chrétienne que notre pays a été fait. Et je voulais que ça envoie tout de suite l'image et l'information de ce que c'était. Êtes-vous d'accord avec moi qu'aujourd'hui, en 2017, les religions perdent en popularité? Est-ce que vous voulez redonner la foi aux gens avec ces chansons-là? Bien, j'ai pas ce pouvoir-là, mais... Parce qu'on parle de Dieu, quand même, on parle de Jésus. C'est la thématique, c'est la ligne directrice, on peut dire, de votre album. Le point central, je voulais que ce soit lui au centre du choix des chansons, justement, parce que si nous sommes chrétiens, c'est vraiment parce que lui est venu. Et je voulais aussi que ça s'adresse à non seulement les catholiques, mais aussi à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Moi, dans mon cheminement personnel, j'ai fréquenté différentes églises et j'étais curieux de savoir ce que les autres disaient. Il faut vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Moi, ça m'a poussé jusque-là à me poser des questions. Mais je sais, oui, que c'est à contre-courant en 2017. Je savais très bien que ça pouvait faire sourire certains. Mais étant donné les ventes que nous connaissons, je pense que ça correspond à un besoin ou à quelque chose qui fait du bien aux gens.
Vous parlez de palmarès, vous parlez de ventes plutôt. Vous êtes au top en ce moment dans les ventes. Ça fait 3 semaines qu'il est numéro 1. Francophone. Est-ce que vous vous attendiez à ça? C'est ce que je souhaitais. Quand on fait un projet, quel qu'il soit, on espère que ça fonctionne. Mais que les gens apprécient ce style musical-là. Oui, mais je savais que ça s'adressait à un public plus âgé. Les gens de 50 ans et plus, c'est davantage à ceux-là que ça s'adresse. C'est davantage ceux-là qui connaissent ces chansons. J'ai repris les chansons de John Littleton, j'ai repris les chansons de Robert Lebel, mais j'ai puisé aussi... Robert Lebel est un prêtre qui a écrit plein de chansons qui sont chantées et jouées dans les églises depuis longtemps. Littleton, même chose, dans les années 70, qu'il était omniprésent. Et j'ai comblé l'album avec des classiques, avec des airs sacrés, comme Panis Angelicus ou Amazing Grace, par exemple. Je savais que c'était pour faire du bien aux gens qui ont connu ça et qui sont nostalgiques de cette époque. Les 50 ans et plus, qui connaissaient et fréquentaient les églises à l'époque. Et même ceux qui continuent de la fréquenter. Mais il y a des gens qui m'écrivent qui sont jeunes et qui découvrent à travers ces chansons-là quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et ils m'écrivent sur mon Facebook ou à travers mon site web. Puis des jeunes comme des moins jeunes, plein de gens me parlent de cet album-là qui leur fait un bien immense. Alors, ça me réjouit. C'est intéressant parce que la vente, l'argent de la vente de cet album-là, notamment, va permettre de donner une deuxième vie à un instrument de musique. Ouais. De quoi il est question, M. Pelcha? Ben moi, je voulais justement que ça serve une cause. Je ne l'avais pas trouvé, mais quand j'ai trouvé les prêtres à travers l'abbé Guillot, que j'ai trouvé lui sur Facebook, lui me fait part d'un engagement qu'il avait pris avec l'église Saint-François d'Assise à Québec, qui devra être démolie. Elle est fermée au culte depuis 2012, mais l'orgue qui est à l'intérieur est dans un parfait état. A besoin d'un peu de restauration, mais assez en bon état pour le préserver. Et ils ont trouvé donc une église qui pouvait le recevoir, et c'est la cathédrale de Bécomo, où il sera réinstallé. Donc l'argent qui va être amassé avec les ventes de ce disque-là servira au déménagement, qui coûte quand même beaucoup de sous. En terminant, ça veut dire quoi, Agnus Dei? Agneau de Dieu. OK. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est lui qui est au centre de l'album. Et Dieu l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui, l'agneau de Dieu. Album en vente partout. Oui. On invite aussi les gens à visiter votre site web. Et aussi, il y a le clip de la chanson principale qui est en ligne. Avec Sophia Rose Boulanger. Exactement. On n'a pas le temps d'en parler parce que le temps nous manque un peu, mais on invite quand même les gens à aller voir ce vidéoclip-là. Mario Pelcha, merci d'être venu nous parler de votre dernier album. Merci. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. François, bonjour. Bonjour Mathieu, ça va? Ça va très bien toi-même? Oui, excellent, merci. Faut le dire, tu reviens d'un voyage de golf aux États-Unis. Comment ça s'est passé? Ah, ça a été très bien, faisait très beau, oui. L'endroit où tu es allé, rappelle-moi? Port St. Lucie, pas loin de West Palm Beach. Tu recommandes ça aux amateurs de golf? Oui, il y a beaucoup de terrain puis peu de personnes, moins achalandées. Oui. On commence ça, notre revue des sports de la semaine. Bon, au hockey, l'Outaouais fait bonne figure à la Coupe Dodge. Oui, on sait que c'est les dernières instances de la saison de hockey et ça se terminait avec la Coupe Dodge. Alors, 6 équipes qui ont remporté des médailles, pas des championnats, mais il y en a qui ont remporté des championnats. On va y aller rapidement. Du côté du Pee-Wee 2A, les Olympiques de Hull ont triomphé. Et dans le Bantam 2A, les Loups de la Colline également sont donc champions provinciaux. Les Olympiques Outaouais, Pee-Wee 3A, la relève et les Loups de la Colline, le Bantam 2B, ont remporté la médaille d'argent, donc ils se classent deuxième. Et en troisième place, les Voiliers d'Aylmer dans la tombe 2B et les Aigles de Gatineau Midget 2B ont remporté les médailles de bronze. Il faut noter que les Voiliers d'Aylmer, dans la tombe, ils étaient quand même 58e au classement général du Québec, donc c'est une belle surprise. Et faites à noter l'édition 2018, donc l'an prochain de la Coupe Dodge, ça va se dérouler ici même en Outaouais dans les différentes arénas. Et je rappelle rapidement, l'Assemblée générale annuelle de hockey Outaouais va avoir lieu mardi le 16 mai 2017.
En gymnastique maintenant, bonne performance du club Unigym aux provinciaux. Oui, effectivement, ça se déroulait du côté de Victoriaville. Et il y a 7 athlètes de Unigym là, qui ont triomphé. D'ailleurs, une très forte délégation de 84 athlètes gymnastes qui ont été dépêchés du côté de Victoriaville. On les nomme rapidement. Bien, il y a Sophie Shaver qui s'est mérité l'or. Et ça lui donne son billet d'entrée pour le championnat canadien qui va avoir lieu un peu plus tard du côté de Montréal. Il y a Valeska Léonard, Chloé Martineau, Frédéric Sgarbossa, Emmanuel Lalonde qui ont tous remporté aussi dans leur discipline. Ils vont également participer à ce championnat national-là. Du côté des garçons, Benoît Tremblay et Éolique Brazo iront au championnat de l'Est du Canada. Et fait à noter aussi, en 2018, les championnats provinciaux en gymnastique, ça va être à Gatineau. C'est encore il va y avoir de l'action à Gatineau, ça bouge, génial, ça bouge. Ouais. Oui. Tu nous parles également du Gala Sport Québec et il y a 2 prix Maurice qui a été remis à l'Outaouais. Ce prix-là, c'est en l'honneur de Maurice Richard. Effectivement. Le premier prix, c'est Glenn Hogue qui l'a emporté sur le titre d'entraîneur de l'année en sport collectif. On sait qu'il était l'entraîneur de l'équipe nationale de basketball. Et là, maintenant, il a quitté. Et l'autre Maurice a été remis à la région. C'est au niveau de l'organisation d'un événement international. Skito Canada, en 2016, l'épreuve de sprint de la Coupe du Monde, là, qui avait fait tellement jaser. Alors, 2 prix Maurice, félicitations à l'organisation du Skito et à M. Hogue également. Et aussi, il y a un spectacle aérien qui va se dérouler ce dimanche à Gatineau, ici. Oui, effectivement. D'habitude, ça se déroulait au début de juin, mais c'est un spectacle aérien un peu historique. C'est dans le cadre, naturellement, du 150e anniversaire du Canada et ça commémore également le 100e anniversaire de la célèbre bataille de la crête de Vimy. On sait qu'on en a beaucoup parlé dans les journaux dernièrement. Et non seulement on va avoir les Snowbirds canadiens, mais on va avoir aussi la célèbre patrouille de France qui va se joindre aux Snowbirds pour faire cette démonstration-là aérienne. Alors, c'est dimanche. C'est à ne pas manquer et il va y avoir du bruit. Mais puis pour l'admission, c'est simple. C'est gratuit. Okay, ça coûte 10 $ pour stationner le véhicule. Donc, moi, ma recommandation, allez-y à pied. Bon, on invite les familles à assister à ce spectacle-là. Merci François pour les sports. On se revoit la semaine prochaine. Et ça m'a fait plaisir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette édition d'InfoMag. À la semaine prochaine. Faites attention à vous. Au revoir.